Vivement que j'achète un trépied à portable quand même, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu la galère pour le téléphone là. Euh, c'est marrant parce que j'ai l'impression là depuis quelques jours qu'en fait j'ai pas d'identité. J'ai enfin, non, c'est pas ça. J'ai pas une conscience de moi en fait. J'ai pas conscience de. J'arrive pas trop à justement à ce truc-là de. Je sais pas qui je suis. Un truc comme ça. Je sais pas comment être défini parce que je suis dans un appartement qui est pas à moi, avec des affaires que j'ai pas pu m'approprier vraiment. Il y a assez peu de repères en fait. Donc du coup il y a une identité un peu qui est troublée comme ça, et c'est très bien aussi en fait. C'est pas du tout. C'est ce truc de justement en fait. Ça révèle aussi le caractère un peu construit de l'identité quoi. C'est-à-dire que cette identité, elle existe, que je pouvais avoir de moi-même, elle existait aussi dans un cadre avec justement une maison que j'occupais, des objets qui étaient là, enfin quelque chose qui constituait justement quelque chose comme une identité. Et là du coup, bah, je sais plus en fait. Voilà. Même si quelque part il y a des choses qui restent quand même. C'est-à-dire que bah, j'ai mon téléphone, j'écoute de la musique. Quand j'écoute de la musique électronique, ça me touche beaucoup. Il y a quelque chose de, je sais pas si ça renvoie en fait à la musique que j'ai déjà écoutée, mais il y a un attrait pour ça, un désir. Il y a une sensibilité aussi au goût, à la cuisine. Des choses qui passent beaucoup par des phénomènes culturels, mais qui sont plus de l'ordre du désir ou d'une sensibilité plutôt que d'une image de moi en fait que j'aurais et que je tente de. Je sais pas comment dire ça, mais. Comme si j'avais pas de miroir en fait, si ce n'est ça, mais. Ou en tout cas un miroir qui serait. Je sais pas, mais bon. C'est aussi déstabilisant enfin c'est très riche c'est aussi très riche, mais ce truc de être à un moment où je peux choisir un peu ma vie. J'ai pas d'impératif immédiat, j'ai pas d'études à finir, de travail à faire ou de choses comme ça. Et donc du coup en fait à la fois je peux rester comme ça, mais c'est dans une situation où quelque part pas grand chose qui se fait, ou en tout cas ça se fait un peu difficilement, ou quelque chose se cherche et je suis dans un brouillard. Et en même temps je peux me projeter dans justement des lignes de vie qui pourraient faire sens quelque part. Euh, mais qu'en même temps, voilà, me plaise pas. Mais je sais que je pourrais le faire. Par exemple, je pourrais me dire, bah tiens, là, je vais chercher quelqu'un et fonder une famille, par exemple. Ou, en fait, je peux me projeter. Avant, je pouvais pas me projeter avant parce que j'étais étudiant, mais là, je peux me projeter dans différentes identités, en fait, justement, différents rôles sociaux. Et ça peut être voilà, faire une famille, ça peut être avoir un boulot, ça peut être passer son temps dans son aguet. Ça peut être justement être chercheur, c'est peut-être plus ce qui m'intéresserait plutôt. Donc être dans une phase d'artiste, d'artiste chercheur, d'artiste anthropologue peut-être, je sais pas comment dire ça, mais comment faire une sorte d'anthropologie expérimentale, une anthropologie qui serait construite, quoi. Une anthropologie qui serait euh, une anthropologie pratique en fait, une anthropologie appliquée, je veux dire, voilà, anthropologie appliquée. Et c'est ça en fait, là quand je lis par exemple Preciado, quand je lis tout ça, j'ai envie d'être là-dedans en fait. Parce que je le vois aussi quelque part, je vois que le monde autour de moi, en fait, je crois que j'ai toujours senti comme ça. J'ai senti quelque chose qui n'allait pas. J'ai senti quelque chose qui me mettait pas à l'aise. J'étais pas à l'aise dans les rituels sociaux, dans toutes ces choses-là.
je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et là maintenant je peux le théoriser en fait. C'est comme si par exemple je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec le genre, avec les hommes, les femmes. Et en même temps, maintenant que je peux lire des gender studies et tout ça, je peux mettre des mots dessus. Mais je le sentais aussi avant. Et là c'est pareil, c'est comme si maintenant je sens en fait ces trucs-là, je vois des gens qui vont au boulot, puis je me demande, mais c'est bon, c'est normal, c'est légitime, s'ils vont au boulot, c'est qu'ils ont raison de le faire, mais qu'est-ce qu'ils y cherchent en fait? Alors bon, évidemment de l'argent, bien sûr, pour survivre, mais peut-être pas que non plus. Et puis, on peut survivre aussi avec moins d'argent. Pourquoi ils ont besoin d'être à Paris pour ça? Moi aussi, qu'est-ce que j'y cherche à Paris? Pourquoi il y a... Chacun fait ce qu'il veut, hein, mais pourquoi du coup il y a un besoin d'avoir des enfants? Moi, c'est vrai que quand j'étais petit et que j'ai su que j'étais homosexuel, pour moi ça voulait dire ne pas avoir d'enfants. Donc j'ai fait le deuil de la parentalité. Et je crois que ça a été vraiment un gros point. C'était vraiment un gros point ça. C'était une souffrance assez violente. Parce qu'en fait je me représentais que quelque part que je pourrais pas laisser de traces. Je pourrais pas... Il n'y a pas d'immortalité quoi. Je me suis confronté à une sorte de mort parce que il y a un peu un truc comme ça, je trouve. C'est un peu... On pourrait dire que ne pas faire d'enfants c'est égoïste. Moi je trouve que faire des enfants ça peut être égoïste. Si on fait des enfants, je pense qu'on le fait un petit peu comme ça aussi, mais c'est pas très grave non plus. Si on fait des enfants pour quelque part se dire que nous on n'aura pas réussi et que les missions qu'on a eues avant nous quelque part qui nous traversent et auxquelles on n'est pas responsable, on va les transmettre en fait, à quelqu'un d'autre qui va devoir les faire à notre place quoi, un petit peu. C'est comme si on tendait le bâton à quelqu'un d'autre un petit peu. Maintenant c'est à ton tour, il y a un côté comme ça. Je crois que c'est ça un petit peu. J'ai l'impression que dans une famille, en fait, ce qui se transmet comme névrose, comme ce qui fait sens, quoi. En fait, ce qui fait sens, c'est d'abord c'est tous les traumas, les angoisses, les choses qui n'ont pas été réglées, et qui se règlent dans justement une manière d'organiser les choses dans un système qui fait sens, quoi. Et c'est comme si ce système-là, il se perpétuait aussi en faisant des enfants, quoi, en le transmettant quelque part. Mais ça je l'ai senti, hein, j'ai senti ce truc-là de... je sais pas si c'est ça pour tout le monde ou pas, mais je sens ce truc-là de... on fonde une famille... Alors c'est pas à défaut de faire autre chose, mais c'est plutôt on fonde une famille, et le fait de fonder une famille, c'est déjà un acte très important, qui prend beaucoup de place, et qui permet d'éviter d'investir l'énergie autre part. Un côté comme ça. Alors, on peut dire l'inverse, on peut dire aussi quelque part, vouloir faire une carrière et ne pas s'investir dans une famille, c'est une manière d'éviter d'avoir à faire une famille aussi, parce que peut-être que faire une famille c'est déjà trop angoissant. Je sais pas, bon. Mais il y avait un truc comme ça en tout cas. Moi je me rendais compte que quand j'étais petit, mais du coup je l'ai oublié ce truc-là. Quand j'étais petit, je m'imaginais être père de famille, en me disant tiens, c'est cool, peut-être que voilà, je vais faire des études, j'aurai peut-être un travail, et puis plus tard j'aurai une famille avec des enfants, etc. Parce qu'on me disait, du style, on me demandait pas si je voulais avoir des enfants plus tard, on me disait alors t'auras combien d'enfants plus tard? T'auras combien d'enfants quoi? C'est déjà imposé comme un truc censé être naturel. C'est des trucs qu'on se disait dans la cour primaire collège ou avec des adultes qui nous posaient ces questions là comme. Voilà, de s'imaginer, de se projeter avec des enfants déjà. Et évidemment père de famille ou quelque chose comme ça, quelque chose de respectable quoi. Enfin, quelque chose qui soit réussi quoi. Puis évidemment hétérosexuel aussi, bien sûr. Et en fait, faire le deuil de ça, c'était quelque part
la vie était déjà un petit peu écrite et était déjà sécurisée en fait. Et ça faisait sens du coup de refaire une famille pour reproduire quelque chose, pour que je puisse et puis quelque part voilà, il y avait une sorte, j'avais fait un peu ma mission, j'avais fait un peu mon rôle là-dedans, quelque chose qui, il y avait un but à atteindre, ce but faisait sens quoi. Et c'est comme si justement au moment où je me rendais compte que ce but-là je pouvais pas l'atteindre, ce but de reproduction en fait, je pouvais pas l'atteindre parce que j'étais homosexuel donc ça marchait pas. Ou en tout cas que si je le faisais ce serait artificialisé complètement, enfin en tout cas c'était pas sincère, il marchait pas du tout quoi, c'était pas possible. Ça m'a mis dans une grande angoisse parce que du coup je me disais mais si du coup mon but dans la vie c'est pas de fonder une famille, d'être dans un foyer comme ça, voilà, où tout se passe bien, ou un truc très sécurisant, bah du coup c'est quoi en fait? Et parce qu'encore je me disais je peux bien, pourquoi pas travailler, pourquoi pas faire des études, si ça me permet d'avoir suffisamment d'argent pour avoir une famille. Et je vois bien que ma mère aussi elle me dit ça souvent, elle me dit un truc du style, moi je lui dis bah voilà, moi parce que ça a questionné après derrière mon rapport au travail, en me disant bah si mon travail c'est pas un travail que je vais faire, si je peux pas faire un travail quelque part, parce qu'il y a un côté un peu don de soi, il y a un côté quelque part en faisant ça je m'autorise pas à exister, enfin c'est un peu différent mais en me consacrant à une famille quelque part, il y a l'idée que oui, je suis pas seul au monde, mais quelque part si moi-même il y a des choses que si je suis pas entre guillemets ça, c'est si je suis pas satisfait de ma vie tout seul, entre guillemets, ma vie telle quelle, eh bien au moins je pourrais m'occuper d'enfants et donc du coup ça donnera un sens à ma vie, enfin un sens dans le sens quelque part ça me permettra de ouais s'il y a quelque chose qui manque à ma vie, les enfants pourront combler ce manque-là. À la fois c'est très opportuniste, et en même temps c'est très ça peut être très beau aussi. Enfin, et je pense que c'est un truc qui se fait un peu partout. Enfin, c'est un phénomène généralisé. C'est ça que c'est tout l'amour qu'on n'arrive pas à trouver en fait autour de nous immédiatement dans la vie elle-même. On va l'investir, on va le donner justement dans une famille pour se dire bah au moins ça servira pour les prochaines générations. Donc voilà. Et moi du coup bah comme je pouvais pas justement donner cet amour-là, en fait il y a un amour qui pouvait plus être donné et qui même pouvait pas être vécu aussi dans un cadre d'une relation amoureuse parce que je pensais à ce moment-là que c'était tellement interdit d'être homosexuel parce que j'avais aucune représentation que je me disais bah je pourrais pas vivre là-dedans, je pourrais pas exister en fait. Je me suis dit bah je vais j'ai pas trop d'autres solutions en fait, soit je me suicide, ça c'est clair, soit j'attends un petit peu puis je verrai bien. Ça c'est la solution un peu cartésienne, c'est-à-dire dans le doute je m'abstiens. Et puis il y avait aussi voilà l'idée que bah en effet si par exemple travailler, chercher quelqu'un pour fonder une famille, etc. C'est un but, et je crois que c'est un but de beaucoup de personnes en fait. Bon bah ok, mais si du coup c'est plus... si d'un seul coup il n'y a plus ça, ça veut dire que le travail lui-même, il a intérêt à être intéressant. C'est-à-dire que d'un seul coup ça dégage l'instrumentalisation du travail, de l'argent, de la vie elle-même, au profit d'une force de reproduction pour autre chose. Et c'est comme ça en effet, c'est ça, c'est ce qui donnait sens, ce qui faisait ce qui est sens à mon existence à ce moment-là, c'était de me considérer comme force de reproduction. C'est-à-dire que mon utilité, ça allait être de reproduire une force de travail, un truc comme ça. Et là, face à cette mort je sais pas, d'une lignée, j'en sais rien, mais parce que c'est un poids en fait, et on pourrait se dire c'est des trucs un peu anciens, etc. Mais moi j'ai senti ça comme ça, je sentais même comme une sorte de trahison aussi. Je me disais bah je pourrais pas avoir d'enfants, donc du coup quelque part mes parents, mes grands-parents, tout ça, eux ils ont économisé de l'argent, des ressources, du temps en fait pour transmettre une descendance quelque part. Et puis même en fait, enfin, dans la famille par exemple, même si c'était pas non plus,
c'est pas des cathos, quoique, si, à la base c'est des cathos en plus. Mais il y avait quand même, alors pas une pression non plus énorme, mais un truc souvent, quand j'allais au repas de famille, on me disait alors, t'as trouvé une copine moi je disais que je m'intéressais pas aux filles. Je pense qu'au bout d'un moment ils ont compris. Mais euh, moi je te dis, je suis un coming out par la négation. Et mais bon, je passais aussi pour un intello, donc ça pouvait être interprété différemment. Et, et oui, puis on me demandait, voilà, oui, si j'aurais des enfants plus tard. Et moi je dis, j'en sais rien, puis j'en ai pas envie non plus. Et c'est un truc comme ça, tu verras plus tard si tu veux des enfants, tu verras. C'est un truc aussi la pression, je pense, elle est encore plus forte chez les filles aussi. Hein, et je vois bien dans des auteurs féministes qui en parlent comme tel. Hein, Donc ouais, ce truc-là, cette pression de l'enfant, Parce que maintenant, ce qui est marrant, c'est que maintenant, je peux le réenvisager en fait. Je peux réenvisager la possibilité d'avoir un enfant. Mais je pense qu'en fait, du coup, ce sera très différent. Ce sera plus un projet de vie comme un truc qui serait. Parce que c'est ça en fait qui est un peu terrible aussi dans ces cas-là, c'est que je trouve que quand ça devient un projet de vie, ça devient un accomplissement. Et donc, du coup, le fait d'être un enfant qui est là pour combler le manque existentiel de quelqu'un, c'est terrible quoi. En fait, tout ça, c'est terrible, terrifiant comme truc. Et ouais, on est le produit de sa famille à ce niveau-là, quoi. Et pas justement quelqu'un qui est là et puis qui naît dans quelque chose, dans une famille ou juste pour elle-même, quoi, en fait, parce que la famille est déjà là, en fait. Une famille qui est déjà construite. Je pose la question de ça justement. Est-ce que du coup, dans l'espace de la création de quelqu'un, il n'y a pas justement déjà la fonction, le sens qui est mis en amont? Quelque part, on est là pour. Est-ce que les enfants sont pas là inconsciemment pour se confronter à toutes les choses qui n'ont pas été résolues par les parents en fait, et que justement on peut faire des enfants pour reproduire ce schéma-là. Et donc du coup, quand on se confronte à la mort, en fait, c'est pas sa propre mort en tant que telle, mais c'est une mort symbolique, une mort de la reproduction en fait. Parce que moi j'ai senti comme ça, je me disais tiens en fait, je pourrais pas transmettre quelque chose, transmettre je sais pas des gènes, transmettre une éducation quelque chose. En fait je pourrais le faire peut-être autrement, parce qu'en fait je me disais en fait je peux aussi transmettre quelque chose de ma parole, je sais pas, mais c'est vrai que et c'est peut-être pour ça aussi ce besoin que j'ai par exemple d'exister dans je sais pas, dans la parole, en faisant de la philosophie, en faisant de la musique ou un truc comme ça. Je crois que c'est une manière en fait de compenser la non-existence que je peux avoir sur un plan familial. Parce que je me dis, en fait, quelque part, c'est ça c'est un peu ce truc-là aussi, de me dire je vais vivre ma vie, mais c'est une vie qui en fait ne laissera rien, et que quand je vais mourir, j'aurai que mes souvenirs, il y aura tout le reste sera oublié en fait, et je participerai pas quelque part à la communauté humaine, quelque chose comme ça, parce que j'aurais vécu tout seul dans mon coin un petit peu. C'est vrai que c'est quelque chose qui à ce moment-là me faisait peur, quoi. Encore maintenant d'ailleurs. Mais et en même temps, pourquoi? C'est la question. Est-ce que c'est justement une sorte de constante anthropologique Est-ce que c'est lié à un trauma personnel? Est-ce que c'est un truc qu'il faut dépasser simplement? Je sais pas. Mais en même temps, bon, je vois qu'il y a beaucoup. En même temps, maintenant que je le vois, il y a beaucoup de gens aussi comme ça. On est beaucoup à essayer. Enfin, ce qui nous fait plaisir, c'est de trouver du sens dans ce qu'on fait, parce qu'on a l'impression que ça aide les autres, et que ça s'inscrit dans un phénomène collectif en fait. Comme si quelque part, fallait payer sa part au collectif. Fallait quelque part, comme on prend du collectif, il faut
on a besoin d'exister pour le collectif. Parce que exister juste pour soi, seul comme ça, ça devient très compliqué. Pour ça, du coup, en fait, on existe pour sa descendance, mais on peut aussi exister pour une communauté qui va se reproduire aussi dans un sens. C'est pour ça aussi, quelque part, je me dis, voilà, les mouvements gays, qui du coup ont une descendance difficile, même si maintenant il y a l'adoption, mais le fait qu'il y ait une communauté permet de quelque part de s'investir dans une communauté et de la faire perpétuer, en fait, et de reproduire une communauté comme ça. De pas la laisser mourir, quoi, peut-être. Je me rends compte que c'est un truc là, c'est un truc assez profond, cette question-là, en fait, hein. J'avais pas pensé comme tel, mais la question de la natalité, de l'image de soi, tout ça, c'est un truc qui était. Peut-être que je l'ai pas vécu encore, peut-être, mais je crois que c'est assez. C'est un truc assez dur quand je l'avais. Parce que j'avais, je sais pas, moi, 8-10 ans, et c'était vraiment un deuil, quoi, un deuil vraiment, vraiment lourd, vraiment très lourd. Et je crois que ça fonde quelque chose, quoi, ce deuil-là. Le deuil d'être père, de famille, le, le désir de suicide aussi, la perte de sens, parce que c'est tout ça un peu, hein. C'était, en gros, c'est qu'il n'y avait pas de sens du coup là-dedans. C'est un truc où les choses faisaient pas de sens, et c'était encore terrible après quand justement j'ai vu que finalement le monde du travail dans lequel on me lançait, il n'était pas il était pas intéressant, quoi. Enfin, il était oppressif et violent, et qui faisait pas sens non plus. En fait, il y a assez peu de gens qui sont vraiment intéressés par ce qu'ils font, en fait. À part les artistes, et encore, faut voir, mais non, il y en a un peu partout, je pense, mais je pense que c'est plutôt une constante. Mais en effet, le travail est plutôt instrumentalisé. Il est pas fait pour ce qu'il est lui-même souvent. Je crois que j'ai ça, du coup, c'est vraiment cette question-là qui est fondamentale, en fait, je crois, qui m'a beaucoup touché, c'est la question du sens. Du sens, je sais pas, mais de que faire, quoi, de me dire que, bon, bah voilà, dans cette configuration où Ah, c'est marrant parce qu'en même temps, aujourd'hui, je pourrais me dire, je pourrais envisager l'idée d'avoir des enfants, en fait. Mais je crois que c'est bizarre parce que, en fait, comme j'ai fait ce deuil-là, ce deuil d'une relation monogame avec un mec, en fait, qui du coup me plaît pas non plus. Enfin, je me rends compte que peut-être que ça me plaisait pas déjà, je sais pas, mais je sais pas, j'ai dû en fait je crois que je me suis construit différemment, en fait. Je me suis construit différemment et je me suis comme j'ai découvert beaucoup d'autres choses aussi, du coup, à partir de ça. C'est ça, en fait, je crois que j'ai traversé vraiment une phase de deuil, une phase je me suis fait à l'idée, quoi. Je me suis vraiment fait à l'idée que c'était comme ça. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était pas si intéressant. Enfin, en tout cas, que ça c'était lié aussi à des repères narcissiques. Euh, et que justement, en fait, j'allais me venger de la vie et j'allais avoir la vie qui allait m'intéresser, quoi. Et du coup, je me suis désintéressé de ça. Et maintenant que je peux le réenvisager, bah, ça fait moins de sens, quoi. J'ai passé beaucoup de temps et d'énergie, en fait, à en être presque, pas dégoûté, mais à en être un peu à comprendre, en fait, ça, à comprendre les motivations qu'il y avait derrière,
et à essayer de les justement de pas les, à me rendre compte qu'elles étaient pas «légitimes» entre guillemets, en tout cas qu'elles me convenaient pas. C'était pas pour ces raisons-là que je voulais faire, je me rendais compte que c'était une fuite en fait, une sorte d'évitement, un truc que je reproduisais par défaut et je me rendais compte que je voulais pas faire ça en fait, que c'était pas donc et maintenant du coup que je le sais, du coup ça a plus la même signification quoi. C'est trop tard en fait. Je suis éveillé maintenant. Je crois que ça fait du bien parce que ça permet aussi une certaine forme d'apaisement, je crois. Que c'est pareil la lutte aussi, enfin je dis la lutte, moi je suis pas forcément quelqu'un qui va lutter en mouvement ouvrier, mais il y a quand même cet attrait-là, cette sensibilité aussi à un monde que j'aimerais différent et en même temps, bon, maintenant je me dis, bah ouais, mais est-ce que ça joue pas sur la même chose aussi, sur une manière de mettre du sens, sur une manière quelque part d'exister. Exister en réaction, mais exister quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un autre mode en fait? Comme s'il y avait un mode d'existence qui était le mode de la reproduction, une manière de dire bah on va tout focaliser sur quelque chose qui va le faire à notre place, enfin faire à notre place ce qu'on veut pas, tout ce qu'on arrive. Enfin, c'est dur à dire, mais c'est comme ça que je l'ai compris un peu. Je me suis rendu compte que c'était ça, enfin que c'était un petit peu ça en fait une natalité en fait. On va mettre beaucoup d'amour sur quelqu'un parce que du coup on va faire un enfant qu'on va presque posséder, et puis on va quelque part essayer qu'ils reproduisent ce que nous on n'a pas réussi à faire ou ce qu'on veut qu'ils fassent. On a un côté comme ça quelque part. Et je crois ça, ça me semble assez évident que ça fonctionne comme ça en fait, je crois. Mais c'est pas conscient, hein, c'est pas. Et pareil, on va essayer aussi de le protéger aussi. Toute la violence du monde. En fait, c'est ça, toute la violence du monde qu'on n'a pas réussi à combattre, qu'on n'a pas réussi à se protéger, qu'on n'a pas réussi, enfin, pas à se protéger, qu'on n'a pas réussi à accepter quelque part. On va mettre beaucoup d'amour enfin si on peut quand même, quand on peut le faire, sur un enfant on va faire un enfant, mais en même temps c'est comme si l'enfant allait être un petit peu tributaire de toute la relation qu'on aura au monde soi-même en fait, toute la relation au monde qu'ont ses parents, et que lui va devoir quelque part continuer à faire. Donc c'est un transfert quoi. Faire un enfant c'est comme un transfert de quelque chose. C'est une manière de voilà, c'est se confronter à la mort, à sa propre mort, à la propre fin de quelque chose, ça va être super dur parce qu'il faut en faire le deuil, etc. Mais voilà, mais en faisant un enfant, au moins, c'est un espoir en fait. L'enfant est un espoir. C'est-à-dire qu'on remet à plus tard quelque chose qui serait trop dur à accepter tout de suite. Il y a un côté comme ça. C'est très dur comme vision des choses. Mais c'est pas forcément négatif, c'est très beau hein, d'ailleurs. C'est de l'espoir, voilà. L'espoir c'est à la fois beau puis c'est à la fois pathétique. Parce que quand on espère, c'est qu'il y a une situation qui ne nous convient pas dans le présent et qu'on veut quelque part qu'on considère que dans le futur ce sera mieux quoi. Donc il y a un côté comme ça. Mais après je dis pas qu'on fait les enfants que pour ça. Mais je crois il y a une part qui peut être celle-là en fait. Il y a une part qui peut être celle-là et je pense que c'est quand justement on fait un enfant et que c'est quelque chose auquel on s'attache, quelque chose auquel on prend beaucoup de... Parce qu'on peut faire des enfants comme ça, on peut faire des enfants puis s'en foutre. On fait un enfant, puis voilà, bon, on l'aime mais on fait sa vie à côté quoi. Enfin, un truc. Mais quand justement on fait un enfant et que quelque part on y tient et qu'on le protège et qu'on essaye de un petit peu comme dans Captain Fantastic. Donc Captain Fantastic, il y a un truc comme ça en fait. La famille, on voit que c'est une névrose en fait, il y a un côté comme ça. C'est la famille qui a été faite pour résister au capitalisme quoi. En gros, c'est les parents
sont pas blaises dans le capitalisme, etc. Et donc du coup ils font une utopie qui est une sorte de contre-société, qui est cette famille-là. Mais en fait c'est un projet politique qu'ils font avec leurs enfants. Et les enfants sont du coup éduqués dans tout ce contexte-là, et les enfants incarnent en fait une résistance politique. C'est le prolongement de ça. Une résistance que n'ont pas pu. C'est pas que les parents n'ont pas pu le faire, mais parce qu'ils sont en train de le faire, mais c'est le prolongement en fait de ça. Comme si les parents n'avaient pas pu accepter quelque part la place dans le monde dans lequel ils étaient, donc ils essaient de construire une contre-place, et les enfants sont le prolongement de ça. Mais du coup, les enfants sont aussi un peu instrumentalisés, quoi. Ou en tout cas, ils sont autant que d'ailleurs les gens dans le monde capitaliste, hein, d'ailleurs. Mais il y a, je trouve que ça marche assez bien avec Captain Fantastic. On le voit assez bien ce truc-là. C'est des enfants qui doivent prolonger la mission de leurs parents, en fait. Donc il y a une forme d'hérédité, quoi. On a une hérédité du sens, comme ça, des névroses du sens et des transferts, quoi. Il y a un transfert une délégation des choses qui doivent être, des courants d'énergie qui doivent être dépassés, quoi. En fait, si on veut le dépasser. Mais, je comptais pas parler de ça, c'est super. Et de toute façon, nécessairement, si ça n'a pas été dépassé par les parents, c'est aussi parce que eux n'avaient pas les moyens, en fait. Pas les moyens de le faire, et qu'il y aura un moment dans la génération où ça pourra se faire, où ça pourrait y avoir un déblocage de ça. Alors c'est assez flagrant aussi dans les classes sociales, c'est-à-dire que, bon, ça se voit chez mes parents aussi un peu, mais quand il y a des gens qui vont par exemple être d'une classe sociale populaire, prolétaire, on va dire, qui vont souffrir, ils vont avoir beaucoup de haine contre la bourgeoisie, et puis ils vont essayer par exemple d'économiser pour que leurs enfants puissent aller à l'école dans le supérieur et puissent quelque part venger leurs parents. Donc quelque part qu'ils puissent avoir accès aux armes de la bourgeoisie. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe après dans ces cas-là? C'est transfuge de classe, quoi. C'est-à-dire que ces gens-là qui ont à la fois la mémoire de leurs ancêtres, de leurs parents prolétaires, et de leur vision du monde, et avec une certaine conscience de classe, ils vont accéder aux outils bourgeois de production du savoir, à des catégories plus aisées. Soit ils vont se sentir assez mal à l'aise parce que du coup ils vont dans un truc un petit peu entre deux, soit ils vont justement trouver une manière de s'en sortir en défendant cette conscience de classe, la mémoire de leur grand-père, de leur grand-mère, à partir de ces outils-là. Donc quelque part c'est comme si les grands-pères et les grands-mères avaient fait des enfants dans l'espoir que les enfants réussissent mieux qu'eux et quelque part les vengent un petit peu. Donc et c'est ce qui arrive en fait, justement, voilà. Et c'est pas un truc conscient, parce qu'en effet ça pourrait être justement une sorte d'instrumentalisation pas terrible, quoi, comme truc. Mais en même temps c'est ce qui apparaît, et puis après tout pourquoi pas, en fait, ce que tout le monde fait un petit peu. Donc en fait on peut se dire que il y a une forme de transmission héréditaire de la fonction du sens, comme ça, des missions de chacun un petit peu, et qui peut se comprendre en termes de famille, mais aussi en termes de classe, quoi. Voilà, c'est vrai que c'est une classe. La classe prolétaire va, en fait, en faisant des enfants d'une génération sur l'autre, économiser de l'argent et des trucs comme ça pour que, peut-être sur 2 générations, voilà, il y en a qui arrivent à, comme on vit maintenant d'ailleurs, hein, c'est dans des cas un peu comme ça. Des gens qui accèdent aux classes bourgeoises et qui se confrontent aussi à la violence que c'est, et qui du coup réagissent par rapport à ça, et puis s'organisent, et puis font des grèves, font des révolutions, des trucs comme ça, quoi, en fait. Donc il y a comme ça une circulation en fait des affects et des choses qui apparaît, quoi. Et c'est pour ça que du coup, alors en revenant à ça, je crois que quand j'étais homosexuel, du coup je me sentais dans une forme de, voilà, du coup un truc où en fait ça allait être la fin, en fait. Je me rendais compte que j'aurais pas de descendance, donc du coup après moi c'est une fin de lignée, quoi. Il y a un côté comme ça, un truc
pensée un peu aristocratique, mais pourquoi pas? C'est vrai que c'était comme ça. C'est que l'histoire familiale prenait fin avec moi, quoi. Toutes les histoires qu'on me racontait, la manière d'exister de mes grands-pères, de mes grands-mères, etc. Enfin, tout ce qu'ils avaient traversé, tout ce qu'ils avaient investi, tout ce qu'ils avaient... bah, du coup, en fait, moi, je pourrais pas le transmettre ça. Et c'est pareil, il y a un petit peu cette idée-là aussi, même chez... je sais pas, il y a un film de Lars von Trier, par exemple. En fait, on voit qu'il... c'est un film assez dur, c'est Dancer in the Dark, je crois. En fait, c'est voilà, une femme, donc elle travailleuse, elle passe son temps à bosser à l'usine, etc. Elle a pas de... Elle, elle vit pas pour quelque chose de précis, il y a quelque chose on sent que sa vie quelque part elle tourne en rond, quoi, parce que elle est exploitée, elle a pas d'amoureux, elle est pas dans un truc, enfin, qu'elle soit là ou pas, quelque part, elle vit pas pour quelqu'un, vraiment, il y a personne qui tient vraiment à elle, et elle est un peu toute seule là-dedans, quoi, et elle a pas une source de plaisir particulier ça semble, voilà, une vie quelque part, où on se dit, bah, pourquoi vivre dans ces conditions, quoi, qu'est-ce qui fait sens de vivre dans ces conditions, et en fait, elle a un enfant. Alors, je sais plus de quel je sais plus comment, je me demande si elle est pas tombée enceinte, je sais pas si après un viol, un truc comme ça, mais je sais plus quelles conditions elle a un enfant. Je sais plus. Mais en fait, c'est terrible ce film, hein, il est vraiment assez horrible. Et parce qu'elle fait tout pour cet enfant, du coup. Et puis elle est même prête à mourir pour elle, quoi. Pour sa fille. Et pour lui donner une éducation et pour qu'elle ait de l'argent pour vivre, quoi, en fait. Parce que quelque part, c'est que voilà, c'est à ce moment-là, en fait, tout son espoir est porté sur sa fille. Elle sait qu'elle-même, en fait, sa vie va pas servir, elle va pas... donc c'est une sorte de sacrifice, quoi, qu'elle fait. Et c'est comme si, du coup, sa mort faisait sens, parce que elle avait trouvé une manière, quelque part, sa mort faisait sens parce que ça allait aider justement sa fille, et sa fille, du coup, serait un petit peu... quelque part porteur de sa mémoire, quoi, d'un côté comme ça. Même si elle savait pas qui c'était, le simple fait qu'elle sache que sa fille va pouvoir vivre dans de bonnes conditions, quoi, c'est sa trace dans le monde, quoi. Elle va laisser quelque part ça va servir à ça, quelque part, juste comme ça. Alors c'est à la fois terrible, pathétique, parce qu'on pourrait se dire, bah après tout, pourquoi pas ne pas vivre pour soi aussi, et puis pourquoi on aurait besoin de... Pourquoi ça devrait être une obligation de faire ça? Bah ouais, mais en même temps, enfin, quoi d'autre que faire d'autre que ça, en fait, simplement. Parce que vivre pour soi, c'est très angoissant, en fait, simplement. Parce qu'on peut pas vivre pour soi, comme est-ce que c'est compliqué, quoi, de... Mais du coup, voilà, en fait, je me dis, on peut peut-être comprendre ce truc-là, quoi, on peut vivre pour ses enfants, on peut vivre pour une communauté, une manière de transmettre autre chose, mais des liens de filiation, mais différemment. On peut vivre pour... là, par exemple, pour faire une œuvre, quoi, les artistes qui vivent pour faire une œuvre aussi, il y a comme cette idée comme de postérité, je suis pas si con, parce que il y avait un truc qu'en fait, voilà, chez les punks, soi-disant, il n'y avait pas de postérité, on s'en foutait de la postérité. Mais du coup, moi, ça me pose la question de la motivation, pourquoi on fait de l'art aussi, quoi. Alors, du coup, c'est vrai que dans le punk, il y a l'idée d'un rapport à la mort, quoi. Il y a une forme de nihilisme, un truc de manière de se dire, bah, de toute manière, à quoi ça sert, à quoi bon, tout ça, quoi. Oui, c'est vrai, c'est clair. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de fondamentalement humain, voire même joyeux là-dedans, en fait. Ce truc-là du sens qui... Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de sens? Qu'est-ce qui se passe quand il y en a un mais qui peut changer? Qu'est-ce que ça veut dire? Et je crois que là, justement, moi, ce qui me fait du bien, là, par exemple, quand je parle ici, c'est que ça fait du sens, ça met du sens sur quelque chose. Ça donne une direction qui peut changer, hein, mais qui s'inscrit quelque part. Et je me rends même pas compte, hein, mais c'est vrai que c'est des trucs... Par exemple, des fois, j'aime bien juste faire de la musique comme ça, et puis ça me fait du bien, quoi. Ou juste écrire des poèmes, là, comme j'ai fait un peu ces derniers jours.
Et en fait, ça me fait du bien, puis ça me suffit. Mais je crois que c'est pas pour rien, parce qu'en fait, c'est comme si ça laissait quelque chose quand même. Une manière de même si peu de gens le verraient, il y a une charge du coup dedans, une charge de vérité, une charge de quelque chose qui se dit, une charge comme un travail qui est fourni quand même, un truc qui se, comment dire, quelque chose qui, ça laisse. C'est pas juste laisser une trace comme une signature de voilà j'existe, bonjour. C'est pas ça. C'est plutôt, en fait, c'est pas ça du tout en fait. Il s'agit pas de laisser une trace comme une manière comme un pouvoir qui serait là. C'est plutôt de se dire, je suis venu là, dans ce monde-là, j'ai exploré des choses et c'est pas tant l'idée qu'on se souvienne de soi, de son identité, mais plutôt de se dire que on va se rendre utile, quoi. On va laisser quelque chose qui va permettre à l'espèce humaine ou à quelque chose auquel on tient en fait de continuer à avancer, je sais pas. Avancer, je sais pas si c'est vraiment ça, faut se comprendre ce que ça veut dire. Parce que avancer oui, mais pour aller où, c'est toujours la question. C'est de survivre simplement, ou de se régénérer, je sais pas, peut-être de s'auto. Et je crois qu'il y a une forme autogestion, quoi. Pas autogestion, mais d'auto-conservation, quoi. Et ça permet, je crois, à la société de se conserver, de conserver quelque chose. Et je crois que ça fonctionne comme ça. C'est comme si ce système de sens, il apparaissait pour que quelque part on puisse remplir un rôle dans cette situation-là. Un rôle que la société ou que l'espèce ou que la circulation des affects du vivant a besoin pour continuer à générer. Et ça, je le vois de plus en plus, quoi. Je me rends compte que ça fait on est dans un espèce d'écosystème vivant. C'est assez impressionnant, vraiment. Un écosystème qui prend en compte aussi à la fois les humains, mais aussi les animaux, et aussi les plantes, et aussi les outils technologiques aussi, pour que tout ça puisse se régénérer, quoi. Voilà. Tout ça puisse. Alors, en fait, ça touche d'abord en premier un peu les humains, parce que c'est un petit peu le. Mais en fait, on a besoin aussi, on est en constant relation avec les technologies, avec les plantes, avec tout ça. Donc, en fait, c'est aussi pris en compte dedans. En fait, c'est pris en compte pour comment on peut faire pour vivre avec ça bien, quoi. Et tant que les plantes, on en a besoin et qu'elles nous sont utiles, et que quelque part on est dans des relations avec elles qui sont des relations de codépendance, quoi. En tout cas, nous on est dépendants d'elles, quoi. Pareil pour les animaux, quoi. Tant qu'on est dans des relations et il y a une circulation aussi d'affect, de sentir, de bien-être, etc. Bah, du coup, ça fait partie de ce truc-là. Il y a une circulation de toutes ces choses-là. Et c'est vrai que depuis que je pense comme ça, je trouve que je me sens un peu mieux, quoi. Je me sens pas dans une logique de lutte, justement, qui serait comme une forme de. Enfin, je vois que c'est un sous-groupe de ça, quoi. C'est un système de mettre du sens dans quelque chose. C'est une manière, quelque part, de vouloir convaincre les choses. C'est quelque chose qui a besoin de lutter pour, et il faut lutter pour ça, en effet, c'est très important, en fait, aussi. Mais en fait, c'est que quand on lutte contre quelque chose, si on lutte, je sais pas, contre le fascisme, je me rends compte que c'est terrible, hein, mais qu'en fait, s'il y a le fascisme, bah en fait, on n'y peut rien. C'est pas qu'on n'y peut rien, c'est que s'il y a le fascisme, c'est que le fascisme est déjà une réaction de quelque chose. Le fascisme, peut-être que c'est un truc un peu dur encore, hein, ça a encore à voir, mais parce qu'on est sur un truc un peu lourd là, avec le fascisme, mais, ou je sais pas moi, ou un truc autoritaire, ou n'importe quoi, ou un élément, mais je sais pas. Et c'est qu'en fait, c'est déjà une réaction, c'est déjà un. Et la lutte, en fait, elle essaye de contrer cette réaction. Donc c'est une réaction contre une réaction, en fait. Et à la fois, elle est nécessaire, et en même temps, en fait, elle fonctionne au moment où on n'a plus besoin de lutter. Donc si on lutte et qu'on lutte toujours de la même manière, quelque part, c'est que on lutte pas comme il faut. Enfin, c'est qu'il y a un truc qui fonctionne pas dans la lutte. Et c'est comme si la lutte était l'envers, en fait, de ça. C'est un truc comme un négatif, comme un inversé, quoi. Voilà, c'est la lutte en négatif, mais quelque part,
voilà, il y aurait par exemple, voilà, je sais pas moi, on va pas dire fascisme, quoi, on va dire en même temps, il y a le fascisme et puis il y a l'antifascisme, mais l'antifascisme, c'est l'opposé du fascisme, même si des fois les modes d'action sont autoritaires aussi. Mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il n'y ait ni antifascisme ni fascisme, mais c'est c'est comme le photon et l'antiphoton, c'est quand il y a les deux, il y a du zéro, quoi, il y a un côté comme ça. Et voilà, c'est ce truc-là. Je me demande de quelle manière ça. Est-ce qu'il n'y a pas un dualisme en fait? Est-ce que le problème, c'est pas qu'il y a un dualisme quelque part? Et en même temps, bon, il ne s'agit pas non plus de dénigrer les luttes qui en fait ont une nécessité d'exister. Donc je sais pas en fait comment. Qu'est-ce que. Non, si je fais ça là, ça fait quoi si je fais ça là? Ah, c'est bien ça. Ok. En fait, c'est ça, c'est que la lutte est une réaction nécessaire. Donc il faut passer par la lutte, c'est important. Et en même temps, son but caché n'était pas d'obtenir son efficacité quelque part. Ouais, et en même temps je dis ça. Parce que là, bon, par exemple, je pense là au fait que, je sais pas, oui, parce qu'il y a eu par exemple les luttes des mouvements transgenres qui ont imposé à ce que l'État change les statuts, autorise des choses. Et en fait, sans lutte, il n'y aurait pas pu avoir ça, c'est vrai. Et en même temps, est-ce que c'est pas aussi un mode de lutte assimilationniste quelque part? Peut-être que c'est là aussi où. Oh, je sais pas. Bon, je vais arrêter un peu là, ça fait déjà un moment, là, ça fait déjà 47 minutes que je parle. Je vais arrêter de parler. Comment ça s'appelle ce truc-là? Parce que là-bas, je voulais parler de musique. Ça va s'appeler. Le deuil d'être parent. Faire le deuil d'être parent. Ou alors, pourquoi faire des gosses? Pourquoi faire des enfants? Déjà, c'est une expression bizarre, faire des enfants. Comme si c'était une marchandise. La question serait plutôt, est-ce qu'on fait des enfants comme on fait des pâtes? Est-ce qu'on fait des enfants comme on fait comment on fait un truc, comment on fait quoi, comment on fait des. Est-ce qu'on fait des enfants comme on fait des études? C'est un peu ça, c'est un peu ce. Pourquoi on fait des études aussi, quoi? Est-ce qu'on les fait pour. C'est un peu la même question, ouais, de. Est-ce qu'on fait des études parce que justement on veut se pencher sur un problème qui nous a. Parce que moi je vois ça, hein, forcément, c'est. Je sais pas, il y a des histoires comme ça, des gens des gens, leur père avait un cancer et donc du coup ils font médecine. Bon, moi je fais de l'art justement parce que ça répond aussi à beaucoup de choses dans ma vie. Parce que je me pose la question du sens, mais c'est plus une question spirituelle en fait. Est-ce qu'on fait des études justement pour répondre aux problèmes, est-ce qu'on fait des études parce que c'est mes parents qui nous ont dit qu'il fallait faire des études? Est-ce qu'on fait des études pour avoir un boulot plus tard? Comme un espèce d'investissement? Est-ce qu'on les fait pour elles-mêmes, pour apprendre quelque chose qui nous plaît? Pourquoi on fait des études? Qu'est-ce qu'on étudie quand on fait des études? Qu'est-ce qui nous pousse à faire ces études? La question serait, est-ce qu'on fait des enfants comme on fait des études alors? J'arrête là du coup.